Nous sommes dimanche le 24 avril 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission de la semaine en images. Avec un invité, nous commentons l'actualité de la semaine. Et pour cette fois-ci, en tout cas, nous avons pour la première fois le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau. Bienvenue Bambale. Il est président national du mouvement de la jeunesse congolaise, un parti politique en tout cas, qui est en train de se frayer un chemin sur l'échiquier politique congolais. Monsieur, bienvenue, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci à vous, monsieur, également. Bon, vous êtes président national du MJC. Dites-nous un peu à quand en tout cas remonte la création de votre parti politique. Voilà. Donc le MJC, c'est un mouvement créé depuis le 15 mai 1900, c'est-à-dire plutôt 2015. C'est un parti qui est créé depuis Paris, vu la situation actuellement qui se passe au Congo, qui a fait que ça m'a poussé à réfléchir, à dire comment faire pour amener la solution, je dirais un peu toutes ces barbaries, en disant que nous avons hérité de nos grands-parents un pays qui est riche et beau, mais cette richesse n'en profite pas, je dirais, aux nationaux, que nos jeunesses sont laissées à l'abandon, que nos enfants, ils n'ont pas, je dirais, l'éducation nécessaire, nous n'avons pas à ces jours les écoles pour permettre à ces enfants de pouvoir évoluer. Donc en voyant toutes ces choses qui a fait que ça m'a permis à trouver comment faire pour ramener ces jeunesses à une voie qui pourra les ramener, je dirais, à la connaissance. D'abord, c'est l'éveil patriotisme. Est-ce que ce n'est pas un parti politique de trop parce qu'on a pratiquement même plus de 400 dans ce pays? Vous savez, à ce jour, il y a tellement de partis politiques là, je comprends très bien. Mais pour ma part, je me suis inscrit dans un registre d'abord que nous voulons que le Congo soit, je dirais, libéré, tout simplement parce que le Congo à ce jour, il est assiégé. J'assume mon mot. Nous avons un pays le plus riche du monde, le plus riche avec toutes ses richesses, mais malheureusement, ses populations est le plus pauvre du monde. Comment voulez-vous expliquer cela? Alors nous parlons de la démocratie. C'est un pays souverain. Un pays souverain, on ne peut même pas parler. On ne peut même pas prétendre à dire quoi que ce soit, qu'on ne soit pas inquiet. Donc il y a des partis politiques de trop, mais qui sont uniquement pour accompagner un grand parti au pouvoir. Nous nous sommes créés pour réellement défendre le faible ou le sans-voix réellement. Voilà, MJC c'est un parti politique donc pro changement. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même les grands axes de son projet de société? Alors vraiment à ce jour le Congo c'est un pays riche, mais malheureusement l'homme congolais ou la femme congolaise n'est pas considéré. Nous voulons à ce jour que l'homme congolais revient au centre. Qu'on parle d'abord de l'homme congolais, la femme congolaise, pauvre qu'il soit, avant qu'on parle de quelqu'un puisqu'il est riche, il a des biens ou des matériels. Nous voulons d'abord l'humanité, qu'on considère l'homme tel qu'il est et la femme telle qu'il est, qu'on le respecte, qu'on le met à l'avant. Pour pouvoir après voir de quelle façon on peut amener ces gens-là à aller vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui au Congo, l'homme n'existait pas. L'homme est bafoué. On viole nos mamans à Kivu, on viole nos enfants, personne n'en parle. Mais quand il s'agit de la richesse, tout le monde veut s'enrichir. Les gens qui veulent faire la politique aujourd'hui, ils viennent, je dirais pieds nus, du jour au lendemain, ils se retrouvent gavés de richesse. Mais les gens qui sont dans ce pays-là, la population, et même, ils ne voient pas les changements. Comment voulez-vous diriger un pays où la population n'évolue pas, où les enfants, ils n'ont pas une avenir? Donc vous êtes pratiquement la voix des sans-voix, la voix de ceux qui souffrent. Et vous évoquez ce paradoxe congolais qui a même fait l'objet d'un ouvrage de Chéribien Okende, qui par exemple estime que si le Congo aujourd'hui souffre, si nous avons ces paradoxes d'un pays immensement riche sur le plan des ressources naturelles, mais avec une population très misérable, c'est la faute au leadership qui est dystonique, qui est égoïste, qui est autocratique et qu'il faut changer le leadership. Est-ce que vous êtes convaincu? Moi, je pense qu'à ce jour, il faut qu'on se pose des questions à des gens qui veulent gouverner le Congo. Il y a 3 questions. Ils veulent gouverner pour qui? Pour eux, pour la population. Pourquoi ces 3 questions? Puisque quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent d'abord eux s'enrichir. Alors quand on sert la population. Alors ils oublient la population parce qu'ils veulent les mater. Comme ils n'arrivent pas tout seuls avec leurs accompagnateurs, donc ils gouvernent pour leurs bailleurs de fonds ou leurs accompagnateurs. Donc, du coup, nos ressources sont divisées entre le soi-disant leurs commanditaires et eux-mêmes qui veulent se mettre plein dans la poche. Donc du coup, la population, ils ne s'y retrouve pas. Nous, on veut des gens aujourd'hui qui viennent gouverner le pays par les nationaux, par les gens de l'intérieur, par les gens de l'extérieur, pour que nous puissions profiter ou s'y retrouver de nos ressources, de nos moyens. Bon, on connaît MJC maintenant et les principaux, en tout cas, axes de son projet de société et son président national est Bienvenu Bambale. Il est qui? Il est congolais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Je ne sais pas quels sont ses atouts.
pour pouvoir prétendre diriger un grand parti politique comme le MJC? Alors pour ma part, donc, je suis un opérateur économique ici au Congo et puis à l'étranger. Donc j'aime mon pays, je veux que mon pays aille vers l'avant, parce que je me donne, je gérer tout ce mal. Donc j'ai créé ces partis avec nos amis à l'étranger pour que nous puissions mettre en place un processus qui pourra permettre de fuster ce pays-là, les intellectuels de ce pays, les jeunes, qui ont leur diplôme en main, mais qui se retrouvent au chômage. Et nous, on s'est dit, on crée ces partis-là pour réellement donner de postes clés à ces jeunes étudiants universitaires dans ce pays. C'est eux qui vont être le manager ou le cadre de ces partis-là, pour qu'ils aient un tribune où lequel pourra parler à égal à ces gens-là qui veulent le gouverner. Parce qu'eux, ils ont le savoir. Mais malheureusement, c'est qu'ils ont le pouvoir. Le savoir, ils l'ont plus. Ok, c'est noté. Nous faisons cette émission le 24 avril 2016. Ça fait pratiquement donc, 26 ans, jour pour jour, depuis que Maréchal Mobutu avait versé ses larmes pour lancer les processus démocratiques. Et nous sommes une république démocratique du Congo, RDC. Bon, quelqu'un que j'ai rencontré avant de venir, en tout cas sur ce plateau, m'a dit il faut poser cette question à votre invité. Est-ce que nous sommes une république démocratique du Congo? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères d'une république démocratique et nous dire si la RDC répond à ces critériums-là? Vous savez, pour ma part, quand on parle de la démocratie, nous sommes très loin. Nous prétendons dire que nous sommes un pays souverain, démocrate. Mais à ce jour, si là devant vous, j'essaye de critiquer les chefs de l'État, demain, vous et moi, on est inquiets. Alors, non, de la démocratie, je peux prendre mon drapeau, là, je le déchire. C'est mon droit d'un citoyen de déchirer mon drapeau. C'est mon droit d'un citoyen d'insulter mon président puisque je n'ai pas du travail. Puisque c'est mon droit d'un citoyen, je suis diplômé, je n'ai pas de travail, d'insulter mon gouvernement, puisque leur travail, ils l'ont pas fait. De critiquer ou d'insulter? Même insulter, puisque c'est un droit. On a le droit de se revendiquer. C'est l'insulte, c'est une infraction. Ah non, non, confondez pas. Quelqu'un qui n'est pas content, il pourra dire des choses, ce qu'il pense dans son cœur. Le moment qu'ils sont dans la rue là, toute la journée, pour vendre des produits qui pourraient même gagner 5 $ par jour, tu penses que ces moments-là, il ne peut pas insulter le président ou son gouvernement? Ces moments-là, ils ont 10 enfants à nourrir, avec un commerce qui ne paye même pas 10 $ par jour. Ces enfants vont aller à l'université. À qui on va se plaindre tout ça? S'il y a démocratie, on a le droit de parler, la liberté d'expression et de penser et de circuler. Je pense qu'à ce moment-là, on pourra se prétendre dire que le Congo, c'est un pays souverain où il y a la démocratie. Mais à ce moment-là, si on parle, on est inquiet. Mais moi, j'assume mes mots. Puisqu'on parle de la démocratie, oui, je suis le président d'un parti. Oui, je défends le peuple. Oui, donc j'assume mes mots. Voilà, donc pour vous, on est en tout cas loin d'avoir une démocratie dans ces pays. C'est noté. Nous allons maintenant aller dans notre tout premier sujet d'actualité. C'est la saisine de la Cour constitutionnelle par un groupe de députés nationaux de la majorité présidentielle. Il semble qu'il y a aussi des députés nationaux de l'opposition, dont Bitakwira, qui ont signé cette requête adressée à la Cour constitutionnelle pour interpréter les articles 70, 103 et 105. Et tout ça, ça résume en termes de fin de mandat pour le chef de l'État et fin de mandat pour le parlementaire. On va aller à la régie, on va suivre les dépôts de cette requête par les députés nationaux de la majorité présidentielle devant la Cour constitutionnelle. On revient sur ce plateau avec Bienvenu Bambale, président national du MJC, Mouvement de la jeunesse congolaise. C'est pour couper court à la polémique autour de l'interprétation de certaines dispositions constitutionnelles. C'est conformément à l'article 161 de la Constitution que la majorité présidentielle vient enfin saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de certaines dispositions constitutionnelles sur l'article 70, 103 et 105 de la Constitution. L'explication de la démarche avec Ramazani Chadari, président du groupe parlementaire PPRD et alliés, qui a conduit la délégation. Nous fondons sur le dispositif de l'article 161 de la Constitution. Nous sommes compétents, nous les élus du peuple, toutes tendances confondues, majorité opposition, comme vous le voyez, nous sommes fondés de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter certains articles de la Constitution. C'est ainsi que près de 285 députés ont signé une requête et sollicitent l'interprétation des articles 103, 105 et 70 de notre Constitution concernant une certaine polémique qui cherche à s'installer sur le fond de
la fin des mandats des élus des institutions. Trêve d'interprétation subjective, cet exercice est de la seule compétence de la Cour constitutionnelle, à elle de trancher. Il s'est de signaler qu'aucun député de l'opposition n'a pris part à ces assises, contrairement à certains médias qui confirment la présence de ces derniers à la Cour constitutionnelle. Monsieur, bienvenue. Nous sommes là à la fin du mandat du chef de l'État et un groupe de députés estime qu'il faut aller à la Cour constitutionnelle pour déjà pratiquement anticiper, pour qu'on interprète l'article 70 qui dit exactement dans son alinéa 2 que le président qui est en fonction reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Comment vous trouvez cette initiative? Alors, pour ma part, je pense qu'à ce jour, il faudrait que nos soi-disant responsables politiques deviennent des responsables, de bons pères de famille. Des gens qui aiment leur pays, qui aiment la population. Comment voulez-vous créer un mécanisme pour repousser le mandat des chefs de l'État, à façon de dire qu'il est vers la fin? Il faut que ces gens-là qui disent qu'aujourd'hui, peut-être eux, étant que députés, ils gagnent bien leur vie, parce qu'à ce jour dans ce pays, un député qui doit toucher, admettons, 6 000 $. Alors un professeur d'université ou bien un maître de l'école primaire qui doit toucher 100 $. Alors aujourd'hui, entre professeur et un maître d'université qui doit toucher 100 $ pour dispenser les savoirs, qui est plus important dans ce pays? Alors ils veulent faire un mécanisme pour que le président continue dans ce processus. Je pense que ces gens-là, il faut qu'ils deviennent honnêtes. Donc on ne doit même pas parler des CCG puisque c'est malhonnête. Le président, il a fait son temps. Je pense qu'il y a une vie après la présidence. Le président, il est encore jeune. Il peut partir pour revenir s'il veut. Pourquoi s'accrocher pour que demain, qu'il soit peut-être délaissé? Vous savez, aujourd'hui, il y a que... En Afrique, on voit ce genre de choses. Hein. Dans nos pays, je dirais, occidentaux, les gens qui, entre guillemets, vous gouvernent, ils font 2 mandats qui partent. On voit en France, on a vu Sarkozy, un mandat, il a été rejeté, il est parti. Pourquoi nous, en Afrique, nos présidents qui veulent faire 3, 4 mandats? Pourquoi faire? Et puis par contre, si leur politique était réellement, je dirais, sociale, les gens en profitent, bon, je pourrais dire oui, donnez-les le temps. Mais ils ont là une politique qui est, je dirais, drastique. La population n'en profite pas. Pourquoi le laisser continuer? Bon, vous dites qu'il ne faut pas qu'on aille au-delà de 2 mandats, mais est-ce qu'il faut quand même... Le Congo ne vit pas quand même isolé. Nous sommes dans la sous-région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. On voit quand même dans d'autres pays qui nous entourent, c'est la mode, non? Vous voulez que les gouvernants actuels puissent naviguer à contre-courant. Quand vous voyez au Burundi, bon, Nkurunziza s'est battu, il a obtenu son 3e mandat, et le président Sassou Memema, bon, Kagame aussi a pris la même initiative un peu partout. Est-ce que ce n'est pas normal aussi que nous puissions quand même suivre ce qui se fait dans la sous-région au lieu de naviguer à contre-courant? Malheureusement, ce qui manque à nous tous ces grands chefs, soi-disant responsables ou présidents, un peu du recul. Dans la vie, chaque chose a son temps. Ce qu'ils font, c'est malhonnête aujourd'hui de vouloir confisquer un pouvoir pour tout le temps, sachant que c'est un cercle. Ils doivent diriger et laisser les choses à la continuité. Si le président Sassou l'a fait, j'ai du respect pour lui, mais malheureusement, ce n'est pas une bon exemple. Le président Sassou, aujourd'hui, il a les mêmes promotions que Mobutu. Si Paul Kagame a fait, c'est bien beau, mais aujourd'hui, ces gens, comment les gens vivent dans leur pays? Si aujourd'hui notre pays, le Congo, il est dans cet état, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont fait quoi avec leur population? Nous, on a reçu le Rwandais en 97, puisqu'ils ont créé leur guerre de Tutsi et Rwandais. Hein? Quand Mobutu a reçu des réfugiés à cause de ça. Tout le massacre qu'il y a eu en ce moment-là. Ces gens, aujourd'hui, ils veulent gouverner, mais malheureusement, ils s'en foutent de la population. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu entre la guerre de 97. Et alors, ils veulent encore continuer, pourquoi faire? Sincèrement, il faut que réellement ces responsables qui sachent que, malheureusement, ils ne rendent pas service à leur population. Et puis les enfants, ils n'en prennent pas. Puisqu'aujourd'hui, on ne prépare pas le relève. Parce que comment voulez-vous garder un pouvoir pendant 30 ans, pendant 40 ans? Est-ce qu'après, on a encore la créativité? L'être humain, c'est quoi? C'est une machine. Ils ne peuvent plus renouveler puisqu'ils sont déjà cloisonnés. Ils ne sortent plus dans leur château. Demandez au président comment c'est un morceau de chicon. Peut-être qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne sort pas. Il est enfermé. C'est ça le problème. Bon, nous avons dans notre constitution, dans l'exposé des motifs, on parle en fait, de cette crise de légitimité qu'on devait en principe éviter. C'est ce qui fait que les gens se sont retrouvés à Sand City dans le dialogue entre Congolais et qui a fait que nous puissions avoir la constitution actuelle
est-ce qu'il y a des risques que nous courons? Par exemple, en voulant rester au pouvoir au-delà de son mandat, comme le maréchal l'avait fait, est-ce qu'il y a des risques que nous puissions revivre, par exemple, les erreurs du passé et nous retrouver dans la violence dans ce pays? Malheureusement, le peuple oublie un peu le passé. On a, excuse-moi le mot, traité de maréchal de dictateur. 32 heures de pouvoir, ils l'ont pourchassé, il est parti. On a reçu quelqu'un, un libertaire soi-disant. Mettons, on voulait encore faire de lui un semi-maréchal. Non, je suis désolé. Mobutu, il a fait son temps, à l'époque parti-État. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la date où il avait ouvert le van. Maintenant, ceux qui nous ont gouvernés, qu'ils sachent que s'ils ont pourchassé Mobutu parce qu'il était dictateur, pourquoi ils veulent faire comme lui? Ils ont dit Mobutu, il a fait autant de mandats. Nous, on arrive pour vous libérer. Ça veut dire qu'il doit faire 2 mandats, montrer l'exemple. Pourquoi maintenant ils veulent continuer? Ça veut dire que Mobutu les a montré un bon exemple, ils veulent le suivre. Ou bien Mobutu, il était meilleur alors? C'est une question à savoir. Voilà, donc encore bienvenue Bamba, le président national du mouvement de la jeunesse congolaise. Il faut prêcher par exemple au lieu de pécher, par exemple. Et donc bienvenue, nous allons prendre Jonathan Tchombela, le président de la nouvelle société civile du Congo, NCC. Et lui, réagissant à cette initiative des députés nationaux de la majorité présidentielle, estime que ça c'est une diversion et que le vrai combat pour le Congo aujourd'hui, c'est de s'engager en tout cas dans les processus électoraux, faire tout pour que d'ici les délais constitutionnels, nous puissions avoir les élections présidentielles législatives pour qu'il y ait une passation civilisée entre le président sortant et le président nouvellement élu. On va les suivre et on revient sur ce plateau. Les histoires de quotas et de participation ne concernent pas la nouvelle société civile congolaise. Nous avons un problème sérieux dans le processus, il faut le réfléchir. Nous avons publié un grand document hier sur notre vision sur le processus électoral. Je crois qu'on le mettra à la disposition de beaucoup de ceux qui nous suivent. Nous sommes en train de donner même des pistes de solutions aux problèmes qui se posent. Maintenant, il y a l'opportunisme de la société civile. Il y en a qui s'agitent, qui veulent à tout prix participer pour ne rien apporter. Donc nous pensons que les organisateurs devront en tirer conséquence. Où ils ont besoin de solutions, il faut chercher les vrais acteurs. Où ils n'ont pas besoin de solutions, il faut prendre les opportunistes et ça les risque et péril. Pour le moment, nous, à la nouvelle société civile, nous ne sommes pas dans le bousculade ni dans l'opportunisme. Comment vous expliquez-vous, bienvenue Bambale, que on savait, tout le monde savait depuis pratiquement l'élection du deuxième mandat du président qu'il devait y avoir les élections en 2016 et qu'on se retrouve à quelques mois, la CENI nous balance 16 mois qu'il faut pour réviser le fichier électoral sans un calendrier électoral et qu'il y a des initiatives, il faut saisir la Cour constitutionnelle, il faut un dialogue. Comment vous expliquez tout ça? Vous savez, pour ma part, je reviens encore en disant que si réellement les gens qui nous gouvernent, ils avaient une bonne foi, ils devaient savoir que leur temps était arrivé. Le dialogue que vous voulez mettre en place, pour moi, excusez-moi, c'est un dialogue de sourds, plus qu'aujourd'hui, quand tout va aller mieux pour eux, ils n'ont pas établi un dialogue. Maintenant, ils sont plus que vers la fin, où ils commencent à gérer, à dériver ou bien à couler, ils veulent un dialogue. Pourquoi faire? Et puis, à ce jour, les dialogues en question, ça arrange qui? Ils veulent gagner du temps, pourquoi faire? Si la population était, je dirais, consentante, ou bien s'est retrouvée, ça valait le coup, mais à ce jour, la population ne se retrouve pas. Nos mamans, ils crèvent de faim. Les mamans qui habitent à Tchangou, à Selemba, où ces mamans-là, ils ne se retrouvent pas. Vous posez la question, maman, la Constitution, ils ne savent même pas c'est quoi la Constitution, monsieur. Vous écrivez de mots, ils ne comprennent pas. Et vous voulez que nous puissions dire quoi? Allons dialoguer, pour quoi faire? Moi, je pense que si le président voulait peut-être faire de choses bien dans ce cas, il demandait un référendum. Demander à la population s'ils voulaient encore qu'il reste, et non pas aux partis politiques qui sont prêts à manger n'importe quoi, n'importe quoi. Mais est-ce que les référendums là qu'on organiserait pour poser une telle question, c'est la réponse n'est pas qu'on avance? Et je pense que si la population dit c'est lui, on s'était. Dans un pays qui est souverain, c'est la population ou bien des partis politiques? Donc si je vous comprends très bien, si cette crise persiste, il va falloir qu'on puisse organiser un référendum. Mais évidemment, si la population décide que le président en place, il reste, même moi qui vous parle aujourd'hui, je m'étais. Parce que moi, je ne me bats pour la population. Mais les partis politiques, ils sont là pourquoi? Parce qu'ils veulent manger. Ils veulent tous le part des gâteaux. Mais ils s'en foutent de la population, ces gens-là. Bon, on parle de dialogue. Je ne sais pas, vous êtes de quelle tendance? Pro ou anti-dialogue? Je dirais, peut-être pour dire le mot clairement,
Je suis contre ces dialogues, puisque c'est un dialogue de sourds. La population ne se retrouve pas. Ces dialogues-là pour partager un gâteau. Et la population, ils vont prendre quoi, des miettes? Et les vrais dialogues, à votre entendement, devaient ressembler à quoi? Mais à l'époque, tout allait mieux pour eux. À ce moment-là, ils devaient demander un dialogue. Et maintenant, ils sont vers la fin, ils viennent à un dialogue. Avec qui? Des partis qui refusaient. Je me rappelle, à un moment donné, tu sais qu'il était en résidence surveillée. Pourquoi maintenant, ils veulent un dialogue? Comprenez-vous que ça ne va pas du tout? Voilà, il y a déjà un facilitateur pour ce dialogue qui est désigné, Edem Kodjo, mais on en est maintenant à la mise en place du comité préparatoire. Et il y a des bousculades, des tiraillements entre certains ténors de l'opposition. Il y a l'UDPS qui estime que non, nous devons gérer tous ces quotas-là pour l'opposition et les redistribuer à qui l'on veut. Et il y a Bitakura qui fait de la résistance. Il y a aussi Steve Bekai. Bon, il y a Claude Machala qui est de la majorité présidentielle qui a pris la parole pour dire qu'il appartient en tout cas à l'UDPS. L'UDPS est suffisamment légitime pour gérer tous ces quotas-là et que les autres, ce sont pratiquement des faux opposants. On va suivre Claude Machala et on va évoluer avec Bienvenue Bambale, président national du MJC, Mouvement de la Jeunesse Congolaise. Je devais même interdire de parler de ce qui se passerait en face de nous. Mais je vais quand même dire quelque chose dans la mesure où je suis congolais et c'est tout le monde qui attend ce dialogue. Je crois que c'est de leur propre faute, dans la mesure où les oppositions congolaises ont fait croire à Tshisekedi pendant très longtemps que c'était lui ou rien, qu'il était omnipotent, voire même omniprésent. Il y a ceux qui en ont fait pratiquement un demi-dieu. Alors en sa qualité de petit bon Dieu, c'est normal que Tshisekedi pense qu'il revient à lui de voir au sein de ces oppositions-là qui effectivement méritent de se retrouver au niveau du comité préparatoire. Ce n'est qu'un comité préparatoire. Bienvenue Bambale, nous revenons sur ce plateau. Comment vous expliquez ces tiraillements? Bien que vous êtes contre les dialogues, mais il y a quand même des Congolais, des politiques de la société civile qui se bousculent. Comment vous expliquez c'est quoi? La chasse aux primes, la chasse aux postes ou vraiment c'est la volonté de sauver le Congo? Malheureusement, au Congo, tout le monde veut être président. Tout le monde veut gagner, mais au détriment de la population. Ils veulent utiliser la population comme un bouclier quand ça les arrange. Et moi, j'assume mes mots. Tous ces partis politiques qui s'est créés aujourd'hui, peut-être il y en a qui sont là puisqu'ils veulent prendre une part des gâteaux. Mais je reviens à mes mots, au détriment de la population. Il s'est dit, ils défendent la population. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils défendent qui? Ils combattent qui? Donc, pour faire simple à ce jour que la population congolaise a besoin d'un leadership, ou bien ils ont besoin de la réalité. On a besoin du social, du vrai. On a besoin que nos enfants aillent à l'école, qu'on ait des hôpitaux, qu'on soit protégés, que nous puissions jouir de nos richesses. On a besoin d'une sécurité légale, que nos frontières soient contrôlées, pas qu'on viole nos femmes, qu'on bastonne nos enfants. Non. On a besoin d'un chef pour gouverner, pour protéger un peuple, pas pour les mater, les bastonner. Bon, dans votre entendement, pourquoi est-ce que vous êtes lancé en politique? Est-ce que c'est pour aussi faire la chasse aux postes ou aux primes ou c'est pour être serviteur? Alors sincèrement, pour ma part, je suis déjà assez bien dans ce que je fais. Dieu merci, je m'en sors. Je vais là pour défendre les sans-voix, pour défendre nos fils de ces pays de filles qui sont bastonnés et je dirais molestés. Je prends ces risques-là, je parle, je à cœur ouvert pour défendre l'orphelin, le pauvre, le veuve, le petit chèque qui sont dans la rue, l'étudiant qui manque du travail. Je suis là pour eux. Mais je ne suis pas là pour ces politiciens véreux qui bouffent l'argent, qui s'assoient chez eux. Notre souhait aujourd'hui, qui est la jeunesse congolaise qui prend le pouvoir dans ce pays. On doit monter cette jeunesse-là, aller jusqu'au haut de ces pouvoirs-là. On va les enseigner, on va les inculquer le valeur, leur faire un éveil patriotique, qu'ils sachent comment que le pays les appartient. On a des gens qui nous gouvernent, ça fait des années. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Il n'y a que les seuls qui ont le matière grise dans ce pays-là. Non, il est temps qu'ils fassent la place à la nouvelle génération. On va y arriver. Bon, vous parlez de la jeunesse qui doit en tout cas s'assumer, qui doit prendre la relève, mais apparemment, vous aurez en tout cas un travail dur à effectuer sur terrain parce que cette jeunesse-là aujourd'hui est beaucoup plus versée vers la distraction. Vous voyez le nombre de terrasses qui pullulent dans la capitale. À 8 h déjà, 7 h, vous voyez des jeunes gens en train de prendre la bière. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Vous savez, moi, quand je vois cela, je condamne mon gouvernement, puisqu'ils veulent que la population soit distraite dans des bêtises.
Ils autorisent des Nganda en question dans tout le coin de la rue et qui passent la musique gérée n'importe comment sans contrôler les décibels. Ils autorisent les églises dans tout le coin de la rue pour abrutiser la population. Alors un peuple, il a besoin de réflexion. Si nos peuples, il a le temps de penser, de réfléchir, on peut s'en sortir. Il faut que nos jeunes reviennent à la réalité. On veut un temps de réflexion pour pouvoir analyser les choses. Si aujourd'hui, on n'a pas le temps de réfléchir, comment on peut construire les lendemains? Il faut que ces gens-là qui sachent qu'aujourd'hui, ils ne rendent pas un service à la population. Ils veulent nous mettre la tête sous l'eau. On a un devoir de ramener nos frères et sœurs à la réalité, parce que c'est eux qui doivent contrôler le pays. Bon, nous restons toujours dans ces processus, dialogue, élection, tout ça. Nous avons là une nouvelle résolution des Nations Unies, le 2277, qui renouvelle non seulement le mandat de la MONUSCO, mais qui pratiquement établit une feuille de route pour les postes électorales où tout doit se faire selon les délais constitutionnels. Est-ce que vous croyez vraiment que la communauté nationale est sincère? Parce qu'elle a dit beaucoup de choses aussi, des injonctions, des recommandations au Burundi, et nous savons ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'elle est sincère, vous croyez, à cette communauté nationale qui peut nous accompagner véritablement pour que les cycles électoraux soient respectés, pour que l'alternance en tout cas intervienne cette année, pour qu'un pays post-conflit ne puisse plus retomber dans un conflit devenu pratiquement un non-État comme la Somalie ou comme la Libye? Alors pour ma part, je pense que je suis un homme libre et juste. Je pense qu'il est temps pour que nos jeunes deviennent des gens libres. On ne peut pas être, je dirais, soumis ou asservi. Le Congolais, il faut qu'il devienne des gens qui décident eux-mêmes. Je n'approuve pas quand je vois nos décisions viennent de l'extérieur, puisque nos soi-disant gouvernants, des gens qui gouvernent le pays, ils veulent demander l'aval de l'extérieur pour faire des choses. Moi, je suis contre ça. Je pense qu'il faut que le Congolais de l'intérieur qui s'assume. C'est notre pays. On peut décider par nous-mêmes. C'est oser, c'est dire, mais j'assume. Parce que ces gens aujourd'hui, les gens de l'extérieur, leur souhait que le Congo soit la tête sous l'eau. Parce que ça les arrange les uns à les sortes. Il y a des pays qui sont producteurs de bétail, aujourd'hui qui deviennent des premiers producteurs de coton. D'où vient ces cotons-là? C'est pas chez nous, sans citer leur nom. Il faut que le Congolais sache qu'aujourd'hui, ça arrange d'autres pays extérieurs, que le Congo soit dans le chaos, pour qu'ils pillent nos ressources. Il faut que le fils de ce pays-là qui comprenne. Il n'y a que nous-mêmes qui pourra faire qu'on puisse arrêter cette vanne. Mais en attendant que nous arrivions à ce point-là, de pouvoir nous prendre totalement en charge, comme l'avait recommandé M. Laurent Désiré Kabila, nous avons une mission des Nations Unies ici, avec toute une armée qui aide même à soigner, à transporter nos militaires, même nos fonctionnaires. Et pas plus tard que ce week-end, le G7 qui fait une conférence de presse, qui demande à la MONUSCO, par exemple, d'assurer la sécurité de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes aussi qui créons les conditions pour que nous soyons toujours dépendants de la communauté internationale? Les Congolais, ils veulent rester, excuse-moi des mots, l'enfant toute sa vie. Puisque c'est vrai, hein, on a été colonisés, mais il y a des gens qui veulent encore être colonisés, puisqu'ils se sentent bien dans ces postures de l'enfant et puis le père. Moi, j'ai dit, j'assume, je suis un homme libre. Donc, dans ma famille, on n'a pas été esclave. Hein. Donc, peut-être de mes grands-parents, moi, je ne me sens pas esclave. Donc, je n'ai pas été dans la soumission, je ne veux pas y être aujourd'hui. Et j'enseigne à mes enfants en disant que tu as le droit de dire non à qui tu veux. Le Congo, c'est notre pays, c'est notre patrie. Donc, on a le devoir nous-mêmes de le combattre ou bien de le protéger. De l'intérieur ou de l'extérieur. Mais on ne peut pas laisser les gens venir d'ailleurs nous dicter les dictats. Si on n'est pas capable de protéger sa propre maison, mais à quoi ça sert? Votre parcelle, votre chambre, votre maison, qui les protège? C'est le voisin ou bien c'est vous-même? Donc c'est pareil, on doit assumer notre maison. Le Congo, c'est notre maison. On doit le protéger. On doit prendre nous-mêmes nos propres moyens pour voir de quelle façon protéger nos pays. Mais malheureusement... Merci beaucoup, bienvenue Bambale. Avant de pouvoir nous lancer dans pratiquement notre dernier thème, de 4 ans de Matata, la situation socio-économique et financière du pays, nous allons quand même prendre ce point de vue du M17, les mouvements du 17 mai, dont le secrétaire général est Augustin Kikukama, qui estime que le Congo a besoin en tout cas d'une nouvelle constitution. Il faut que nous rentrions dans la 4e République. Nous avons maintenant un régime semi-présidentiel qui a montré ses limites selon lui, et qu'il faut un régime parlementaire pour démystifier la fonction présidentielle
On va les suivre et on va clôturer en tout cas les volets politiques de notre émission par là. Suivant. Très renforcé par la décision de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine, le M17, qui s'est dit centriste, exige sa participation non seulement au dialogue, mais surtout au comité préparatoire. Le mouvement du 17 mai soulève un autre débat, celui du changement de l'actuelle constitution qu'il qualifie de belligérant. Augustin Kikukama propose le régime parlementaire à la place des semi-présidentielles. Nous venons de dire au niveau du point de presse, notre position elle est claire. Nous avons toujours réclamé ce dialogue parce que la constitution qui régit le pays aujourd'hui est le fruit d'un dialogue des belligérants. Donc cette constitution nous a été imposée par les armes. Nous pensons qu'il est temps que les Congolais puissent se réunir et créer les conditions d'avoir une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 4e République qui tient compte des réalités sociologiques de notre pays. Nous pensons que la constitution actuelle a prouvé ses limites et que nous devons les corriger ensemble avec la population. Bienvenue dans ces débats-là relancés par les M17 d'Augustin Kikukama. Vous avez quel point de vue? Je pense que tous ces gens, je pèse mes mots, hein, tous ces gens, dans leur processus, dans leur imagination, ils veulent faire durer le chef d'État. S'ils pensent que cette constitution aujourd'hui n'est plus valable, ils veulent créer un autre qui pourra permettre au chef d'État de répartir à zéro avec un casier vierge, il faut le dire. Je pense que c'est malhonnête. Le Congolais a besoin de changement. Peut-être dans la mentalité. Vous savez, un homme qui est malade, il peut être soigné seulement avec le mot, sans avoir le médicament, s'il croit. La foi vient à ce qu'on entend. Je pense que le Congo est malade. Le Congo ne va pas. Quand le Congo ne va pas, on voit qui? On voit les chefs d'État. On ne voit pas qui d'autre, parce que c'est lui qui gouverne. Peut-être en changeant seulement les choses, le Congo, moralement, il peut aller mieux aux gens. Le président, il a fait son temps, je le respecte. Je pense qu'il faut qu'on pense, je dirais, aux relèves ou au futur. On ne peut pas s'accaparer des choses d'une façon et d'une autre. On doit assumer de servir un peuple et puis au moment de partir. C'est comme le mariage. Hein. On n'épouse pas une femme sans son consentement. Ok? On a été consentant, il y a eu des élections, oui. Il a été élu, oui. Maintenant le mandat est terminé, oui. Il faut que le président parte, on va l'applaudir. Donc, si quelqu'un, par exemple, prend l'initiative qu'on change de constitution parce que, sûrement que la constitution qui nous régit maintenant porte, en tout cas, des germes, des divisions, des difficultés de gérer le pays, et que c'est une constitution de belligérants, donc vous mettez toutes ces initiatives-là en faveur du chef de l'État qui voudrait s'éterniser. C'est pas un procès de tension? Moi, je pense que ces gens-là, réellement, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils dorment vraiment? Ils réfléchissent quand ils s'y regardent face à la glace. Ils pensent vraiment à leurs enfants. Ils disent quoi à leurs enfants? Ils disent la vérité. Malheureusement, ces gouvernants, ils veulent faire tout à n'importe quel prix pour exister. Mais la vie, c'est pas ça. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que le pouvoir. La vie, c'est un cercle. C'est un cycle. Tu ne peux pas être là-haut tout le temps. C'est impossible. Il y a le jour, il y a la nuit. Vous voulez quoi? Il faut qu'ils comprennent que même si tu t'accroches, tôt ou tard, tu dois descendre. Donc, ce n'est pas la peine de forcer la nature. Est-ce que c'est quoi ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir ne sont pas rassurés de leur avenir? Mais évidemment, puisque... on n'est pas aux affaires, on sera en insécurité sur le plan social, sur le plan physique. Vous savez, ces gens-là, s'ils faisaient du bien à la population, je pense qu'ils pourraient partir, même se balader dans la rue sans les gardes du corps. Vu seulement qu'ils matent les gens, ils font n'importe quoi, ils ont peur de retour de bâton. La réalité, si vous, demain, vous êtes élu ministre tel que vous êtes là, dans votre quartier, il ne manque pas de l'eau, les gens, ils ont l'électricité, les enfants, ils vont à l'école. Vous pensez que vous, demain, en état plus ministre, on va vous lancer des cailloux? Alors, vous, ministre, vous enrichissez, vous bâtissez des bâtiments, et votre voisin, c'est une maison en bancal. Vous pensez que quand votre mandat terminera, on viendra vous faire des chapeaux? On viendra vous piller, monsieur? Donc, si je comprends bien, à vous entendre parler, la meilleure façon d'être calme après le pouvoir, c'est de gérer correctement. Évidemment, c'est une mission. Vous avez prêté serment, il faut servir le peuple d'abord, pas vous. On ne se sert pas, on sert la population. Et réellement et légalement, que la population en profite. C'est leur bien. Le Congo, c'est notre pays, c'est notre argent que ces gens-là, ils en profitent. C'est pas à eux. Il faut que le peuple les comprenne. Ils vivent de notre argent. Combien coûte, combien gagne un chef d'État? Un ministre, il gagne combien?
Combien, il faut que les gens sachent, toutes ces choses-là, c'est notre argent, c'est à nous, on a le droit de les revendiquer. Ok, bienvenue Bambale. Nous allons maintenant pratiquement finir l'émission avec les volets économiques et sociaux. Nous allons donner la parole à notre confrère Gabi Kouba Bekanga, qui est journaliste, analyste économique, qui donnait en tout cas son point de vue sur la crise économique qui est en train de sévir en tout cas dans notre pays, marqué notamment par le rétrécissement des ressources publiques, par exemple les difficultés que rencontrent nos banques, il y a la dépréciation de la monnaie nationale et il y a aussi la flambée des prix sur le marché. On le suit et on va boucler cette émission par là. La crise économique que connaît la République démocratique du Congo aujourd'hui est consécutive. Pour Gabi Kouba Bekanga, analyste économique, la crise économique financière est due notamment à la chute des prix de matières premières. La crise économique que connaît la République démocratique du Congo aujourd'hui est consécutive à l'économie mondiale. Vous savez que depuis l'année dernière, l'économie mondiale va très mal. Depuis que la Chine a dévalué sa monnaie, le yuan, pour en faire la monnaie de transactions internationales au même niveau que les dollars. La situation s'est dégradée. La croissance en Chine, qui est un pays consommateur de matières premières, s'est effritée. Donc la consommation a posé problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, le ralentissement de l'économie chinoise a des répercussions sur les autres économies du monde, et surtout pour les cas de la République démocratique du Congo, totalement dépendante des exportations des matières premières. Donc ça pose énormément de problèmes. L'attention de l'économie congolaise a été focalisée depuis longtemps sur les 3 secteurs clés qui sont les mines, le pétrole et puis les secteurs des télécoms. Mais lorsque vous regardez tous ces 3 secteurs, ce sont les étrangers qui ont investi au Congo et qui repartent avec leur argent. Le rapatriement des capitaux, en tout cas en RDC, n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est une économie essentiellement rentière, basée sur les impôts et taxes, et la production au niveau interne est très faible. Le pouvoir d'achat, la consommation n'existe presque pas. Donc ce qui veut dire que ce qui touche à l'économie mondiale affecte directement la République démocratique du Congo. Et Gabi Kouba propose des voies de sortie de la crise. La RDC dépense des milliards de dollars pour les importations des denrées alimentaires. Pourtant, nous sommes un pays à vocation agricole. Donc, si on applique, si on conçoit un vrai plan d'autosuffisance alimentaire, je crois que la RDC peut épargner beaucoup d'argent. Tout au long en tout cas de cette émission, M. Bienvenu Bambale, vous avez passé votre temps à pouvoir pratiquement répéter que le Congolais, en tout cas socialement, est en difficulté. Mais cela contraste avec ce que le Premier ministre a présenté comme bilan devant l'Assemblée nationale, où il a évoqué, par exemple, les taux de desserte en électricité, en eau potable qui a augmenté, et la réduction de la mortalité, de la morbidité, où il a pratiquement dressé un bilan économique élogieux. Et vous, sur terrain, vous êtes opérateur politique et même économique. Qu'est-ce que vous constatez sur terrain? Moi, je pense qu'à ce jour, malheureusement, nos responsables politiques, ils travaillent uniquement, je dirais, dans la capitale. Puisqu'ils font leur projet, processus, uniquement là où il y a des gens. Moi, j'étais sans loin, hier soir, dans un quartier vers aéroport, dans une école qui est dans la capitale, où les enfants qui font les lectures par terre, à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai les images, je vous montrerai. J'ai été non loin, il n'y a pas longtemps, à Mboudi, où nos mamans, ils puisent l'eau dans une source où l'eau peut être très sale. Quand vous parlez des bilans, je pense que ces gens-là, il faut qu'ils poussent leur un peu vision plus loin. Ils veulent travailler dans l'environnement où les gens de l'extérieur passent pour montrer qu'ils ils ont fait un travail. Ils veulent colorer le mur. C'est que l'ancien ambassadeur français en RD Congo, Luc Alad, avait appelé la République de la Gombe. Ah, voilà, c'est ça. Ils veulent colorer. Mais là où nos mamans vivent, là, à Bibois, à Kinshasa, à Nasuka, à Maluku, ces moments-là, ils ne savent même pas c'est quoi là, ces choses-là.